Hello les amis, bienvenue dans le cadre prestigieux de l'abbaye des Prémontrés. Nous sommes à Pont-à-Mousson. Je vous emmène découvrir l'exposition Passé, Présent, Futur, le verre dans tous ses éclats. On aime sa transparence, son éclat, sa brillance, et le verre a l'avantage d'être recyclable à l'infini. Il revient en force cette année face au plastique, car l'ONU a déclaré l'année 2022 année internationale du verre, et c'est dans ce contexte que la région Grand Est a initié cette exposition. Depuis une trentaine d'années, ce matériau trouve un écho extrêmement favorable dans le monde de l'art, dans le monde de l'architecture, dans le monde des métiers d'art. Et le verre est omniprésent dans nos quotidiens. On l'oublie parfois puisque c'est une de ses qualités, de savoir se faire oublier. C'est parti pour la visite. Vous me suivez? On commence par l'âge d'or du cristal. Expliquez-moi, à quoi reconnaît-on que c'est du cristal? Le plomb et la pureté du son. Le plomb, c'est de l'oxyde de plomb? Alors à l'intérieur, il y a la composition classique pour les maîtres verriers. Au XIXe siècle, les Anglais trouvent qu'en rajoutant un tout petit peu de plomb à l'intérieur, on va obtenir une matière plus brillante, plus sophistiquée, et puis surtout une manière d'avoir quelque chose de plus luxueux, de plus sonore. Un son inimitable. Un son inimitable. Et à l'œil nu, il n'y a pas photo? Le cristal, c'est brillant, c'est un diamant, c'est quelque chose qui étincelle, elle capte la lumière et le cristal va être faceté. Donc dès qu'on a des facettes, il y a une nouvelle capture de la lumière, un nouvel éclat, ça vous donne des effets de miroir, tout se répercute, la profondeur, la transparence. Et puis le cristal est rehaussé d'or, rehaussé de platine, rehaussé d'émaux. Donc vraiment le cristal est reconnaissable à travers le monde entier. Qui a inventé le cristal? Les Anglais. Les Anglais. Alors après, vous savez qu'il y a des guerres de tous les continents et les Anglais l'imaginent. Au XIXe siècle, les Français sont à peu près concomitants à cette époque-là. Quelle est la première cristallerie dans le Grand Est qui a commencé à fabriquer du cristal? C'est Saint-Louis ou Baccarat. Je pense que les deux manufactures au XIXe siècle sont les actrices de la création du cristal dans le Grand Est. Tout le savoir-faire des cristalleries du Grand Est est sur cette table. Le cristal va se développer et va se créer sur toutes les matières, aussi bien en verre, en coupelle bordée d'or. Cette quintessence est là, absolument fabriquée en cristal. Et c'est le luxe des arts de la table au XIXe siècle. On a face à nous un chandelier monumental. On mettait ça dans des intérieurs? Alors nous sommes en 1867, c'est les premières expositions universelles. Baccarat participe à toutes ces expositions et va créer des objets monumentaux en associant le cristal clair, le cristal rouge et faire des pièces dites de gigantisme, de monumentalisme. Et ça, le Shah de Perse va être séduit et donc ces pièces vont être livrées en Perse pour le palais du Shah de Perse. Et cette chaise, du mobilier en cristal, c'est pas banal? Alors, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une pièce réalisée en 1848 par la manufacture de Baccarat sur une âme en métal, entièrement habillée de 38 pièces de cristal garnies de velours rouge. C'est une chaise qui est commandée à plusieurs exemplaires puisqu'elle porte le nom de Ferrière et le Ferrière est une des maisons propriétés des Rothschild. D'accord, c'était donc le mobilier de la famille de Rothschild. C'est un mobilier possible étant dans la maison des Rothschild, oui. Vous nous emmenez maintenant dans la forêt enchantée? Dans la forêt enchantée, qui est le lieu dans lequel vont s'implanter tous les maîtres verriers dès 1300 vers 1600. Ils vont être des voyageurs, puis ils deviendront des sédentaires, mais je vous la fais découvrir. On y va. Les maîtres verriers s'installaient près des forêts? Dans les forêts, vous aviez toute la source, vous aviez la silice, vous aviez la fougère, vous aviez le bois pour faire chauffer tous les fours, bouteilles, le combustible. Donc toute la matière est là, et ce sont des postes forestiers itinérants. Une fois qu'il n'y a plus de matière, ils se déplacent. Et au cœur de cette forêt se cache un atelier de maître verrier? Exactement, dans lequel nous venons de rentrer, puisque ce sont des ateliers itinérants, comme je vous l'évoquais, ce sont des ateliers qui se construisent au milieu des forêts. Et nous avons travaillé avec des restitutions d'images surdimensionnées de ces ateliers de verriers. Et là, nous sommes dans un atelier à chaud, pas un atelier à froid. Donc vous avez les cannes de cueillage, les cannes de soufflage, vous avez les pinces, vous avez les cisailles, vous avez les maillotches, vous avez le groisil qui permet de faire le cristal, une des matières que l'on va mettre en fusion. C'est la restitution d'un atelier au plus juste. Et sur ces images
plate, on a mis des outils en 3D. Il fait chaud ici, les fours sont à 800 000 degrés. C'est à peu près 800, 1000 degrés, ce sont des places dures à vivre et elles sont toujours similaires aujourd'hui, si ce n'est que les matériaux ont évolué. Il n'y a plus le combustible, par exemple, du bois, mais aujourd'hui une place verrière, que ce soit en 1887 ou que ce soit aujourd'hui, en 2022, c'est exactement le même principe de chauffage. Ce sont des places chaudes, ce sont des places où l'homme travaille de façon importante. Pour se convaincre de la modernité du verre, on poursuit la visite dans l'univers du designer Jean-Baptiste Sibertin-Blanc. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Anne-Sophie. Avec le pôle métier d'art de la région Grand Est, en fait, on a choisi 15 acteurs, 15 créateurs verriers et 15 créatrices afin d'avoir effectivement un panel de création qui révèle toutes les natures du verre, tous les métiers, le fusing, le casting, le soufflage, la pâte de verre. Et donc on a 15 créations qui sont, j'ai envie de dire, autant de signes pour fédérer un territoire, en l'occurrence le Grand Est, et raconter cette histoire faite d'anecdotes et de signes. Pour moi, c'était un formidable challenge, mais aussi une chance de pouvoir, rencontrer des créateurs verriers qui excellent. Je pense que toutes les pièces le révèlent ici. Et puis, cette multiplicité, et puis aussi de les faire sortir de leur champ, puisqu'en fait, leur champ quotidien est plutôt de travailler sur des objets d'usage. Je les ai conçus avec les artisans, c'est-à-dire que je les ai dessinés ou esquissés en ayant bien regardé et compris, je pense, leur process. Et puis ensuite, ça a été un dialogue. Puisque ce que je voulais mettre en avant, c'est que le designer n'est pas seul dans cette aventure, et le créateur verrier non plus, et qu'on a dialogué. Et petit clin d'œil à Pont-à-Mousson, vous avez revisité les célèbres plaques d'égout de Saint-Gobain, tout en version, tout en verre. Je ne pouvais pas préparer une exposition à Pont-à-Mousson sans faire un hommage à cette ville et à un objet qui est mondialement connu, un signe, une fois de plus. Et comme l'objectif et le désir de cette exposition était de créer des signes, et que je connais bien la pâte de verre, on a eu l'idée de modéliser une plaque d'égout de Pont-à-Mousson, qui sont des objets que je regarde dans le monde entier, que j'aime beaucoup. Georges Perec disait de ces objets, c'est de l'infraordinaire, c'est-à-dire des objets finalement qui constituent nos quotidiens, même si on ne les regarde pas tant que ça. Sauf que la plaque de Pont-à-Mousson est connue et reconnue dans le monde entier. Et Jean-Baptiste, après l'abbaye de Prémontré à Pont-à-Mousson, votre exposition va voyager dans le Grand Est ? Les 18 créations, représentant et imageant, faisant territoire, puisque c'était notre ambition, voyageront pour faire connaître les différents métiers du verre, les différentes techniques, les créateurs verriers qui ont participé, les écoles, les centres de formation qui étaient associés aussi à cette exposition. Merci. Votre expo à découvrir près de chez soi.